Alors, le deuxième invité s'appelle Jean-Pierre Bellessi. Il est membre du PPRD. Jean-Pierre Bellessi, bonsoir, vous êtes avocat, bienvenue à vous. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, mon cher Mingaïta. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez, en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Jean-Pierre Bellessi, vous pensez que ce régime est convaincu, résolument tourné vers soit un changement ou une révision de la Constitution, ou c'était juste des ballons d'essai ou une tentative? Bon, je pense que nous avons tous appris ce que nos amis de l'Union sacrée ont parlé. Et ce qui est vrai, c'est que je voudrais déjà commencer par expliquer, en tout cas d'une manière simpliste, les deux concepts, parce que ce sont des concepts. On parlera de ce concept, oui. Mais avant même d'en parler, est-ce que vous en êtes sûr que c'est vers ça que nous allons? Exactement, parce que nous avons suivi. Pourquoi, dans quelle mesure? Qu'est-ce que nous avons suivi M. Félix Tshisekedi lui-même dit qu'il faudrait changer cette constitution et qu'il aurait déjà mis en place une commission qui va statuer, voir la possibilité du changement de la Constitution. C'est pourquoi nous avons dit, en tout cas, c'est une question qui nous intéresse, parce que ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas cautionner qu'aujourd'hui, la Constitution congolaise soit changée de cette façon-là, parce qu'il y a véritablement des questions importantes qu'il faut se poser avant qu'on y arrive. Donc vous êtes contre et à la fois soit d'une révision ou d'une constitution. Ça c'est clair, ça c'est connu, c'est votre position en tant que tous les deux, oui, tous les deux. Oui. On va parler un peu de deux. Est-ce que vous êtes de la même manière, vous êtes contre la révision et c'est de cette manière-là que vous êtes contre le changement? On en parlera plus tôt, mais ça peut être quoi la conséquence d'un changement? Ça peut être aussi une conséquence positive d'un changement ou une révision. C'est pour résoudre des petits problèmes qui se posent. Pas du tout, je ne vois pas le problème de la Constitution, là, c'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le fonctionnement de nos institutions, parce que si seulement c'est qu'il y avait un blocage venant de la Constitution, on saura, et puis nous allions, parce que nous sommes dans un État démocratique, de discuter sur cela. Mais je voudrais comme... Qu'est-ce qu'il cache d'après vous? C'est quoi les dessous des cartes? Les dessous des cartes... Qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes? Non, les dessous des cartes, c'est que M. Tshisekedi veut à tout prix instaurer la dictature dans ce pays. Voyez-vous? Comment ça? Mais c'est ça la vérité, parce qu'en fait, il veut non seulement instaurer la dictature, parce que c'est ça sa logique, depuis qu'il est au pouvoir, il a systématiquement violer cette constitution, mais également il veut que ces deux mandats tombent caducs et qu'il puisse avoir une autre opportunité de se représenter en 2028. C'est ça sa stratégie en fait. Et donc, nous disons non à cela. Une révision ou un changement de la constitution, ce serait comme un carton, on va dire, une autorisation pour que Tshisekedi, le président de la République, reste au pouvoir. Absolument, c'est cela la vérité. Donc c'est pourquoi est-ce là même son ambition même? Il est toujours opposé souvent. Nous les voyons dans les faits et gestes, parce que, comme je vous ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui est très assoiffé du pouvoir, il veut contrôler tout à la fois. Mais je vous dis, mais par son agir en fait, il veut tout contrôler à la fois. Déjà, lorsque nous avons assisté à la rupture de la coalition FCCK, c'était justement parce que M. Tshisekedi voulait contrôler tout. Et pourtant, notre constitution, c'est une constitution qui a équilibré pratiquement les pouvoirs entre les deux personnes, parce qu'on n'a pas voulu à ce que nous puissions avoir quelqu'un au sommet de l'État qui sera le tout-puissant. C'est-à-dire l'exécutif qui soit monocéphale, soit qui soit uniquement dirigé par une seule personne. Et cela, c'était justement la conséquence de ce que nous avons vécu avec le régime de M. Mobutu, parce que tout le pouvoir était concentré tout autour de M. Mobutu. Nous avons voulu à ce que le pouvoir soit équilibré. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il mettrait en place dans vos soupçons pour soit de se donner plus de pouvoir? Vous dites qu'il veut instaurer une dictature, ou soit dans la révision, dans le changement de la Constitution. Qu'est-ce qu'il mettrait en place comme article? Bon, en fait, c'est pourquoi je voudrais, en tout cas, scinder les deux concepts. Alors, expliquer. Oui, en fait, parce qu'en fait, il y a des concepts qui sont distincts, dont on doit. Il y a le concept justement de la révision constitutionnelle et aussi le changement d'ailleurs en termes scientifiques, soit juridiques, on parlera de l'abrogation de la Constitution, voyez-vous. Et je voudrais commencer par la révision de la Constitution, qui n'est pas un sujet tabou, parce qu'en fait, ce qui est vrai et évident, c'est que la Constitution elle-même a prévu les modalités de sa révision. Parce que la Constitution n'est pas une Bible, elle peut subir les modifications.
n'est-ce pas? Dans son article, d'ailleurs, je ne m'attends pas, dès son 18, cela est prévu, ça dit on peut voir comment on peut réviser la Constitution. Mais il y a 3 questions essentielles, importantes qu'il faut se poser avant qu'on touche la Constitution, soit une disposition de la Constitution. Il y a 3 questions, notamment, je dirais, la question de l'opportunité d'une révision constitutionnelle. La deuxième question, c'est sur la question de l'urgence de la révision d'une Constitution. Et la troisième question, c'est la nécessité. Voici les 3 questions majeures lorsqu'on veut changer, modifier la Constitution. Alors, vous avez dit la nécessité, l'urgence et l'opportunité. Et d'ailleurs, dans la Constitution... Et toutes ces 3 conditions ne sont pas encore posées jusque-là. Pas du tout. D'ailleurs, la Constitution, on parle du bien fondé, n'est-ce pas, de la révision d'une Constitution, c'est-à-dire d'un projet de la révision d'une Constitution. Parce qu'on ne peut pas réviser la Constitution à tout moment. Voyez-vous? Et surtout il faudra qu'on puisse motiver, hein, il faut qu'il y ait des raisons valables qui permettent à ce qu'on puisse toucher la Constitution. D'ailleurs, la question fondamentale que nous devons nous poser, est-ce que cette Constitution que nous avons de 2006 empêcherait donc le développement de notre pays? S'il y a une disposition constitutionnelle qui empêche véritablement le fonctionnement des institutions, soit pour les tenants du pouvoir, c'est cette Constitution qui nous a retardé dans la formation du gouvernement. Pas du tout, ce sont des caprices de la famille politique Union Sacrée. La Constitution n'a rien prévu. Parce que ce n'est pas là. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est pour la première fois qu'on assiste à ce genre de choses. Nous avons géré ces pays, mais M. Kabila gère ces pays, on n'a pas assisté à ce genre de retard. Ce qui est vrai, c'est que ce sont des caprices de l'Union Sacrée en termes de mésentente, de disputes qu'il y a eu au sein de l'Union Sacrée. Cela n'a rien à voir avec la Constitution. Je disais tantôt ceci, que ce sont les 3 questions majeures qu'il faut se poser pour qu'on touche à une disposition. Est-ce que cette Constitution que nous avons empêche que le gouvernement de notre pays donne de l'eau aux Congolais? Est-ce que cette Constitution que nous avons empêche que le gouvernement puisse construire des écoles, puisse construire des routes, puisse payer normalement les fonctionnaires, puisse, j'allais dire, construire des écoles, tout ça? C'est-à-dire, ce sont les vraies questions de fond, et que si véritablement il y a une disposition qui empêcherait cela, alors à ce moment-là, nous allons dire, bon, revoyons la Constitution, soit touchons à telle disposition, à une autre. Mais je ne pense pas qu'il y a une disposition qui bloquerait l'action du gouvernement. Il n'y en a pas. Donc, moi, je pense que ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, d'ailleurs, pour nous, parce que nous avons plusieurs raisons qui font que nous disons non à cette révision de la Constitution. Ça, c'est la première raison. J'ai dit, il y a l'inopportunité, il n'y a pas l'urgence, il y a non plus la nécessité. Alors, je voudrais savoir, avant que vous évoquiez la deuxième raison, à quel moment est-il nécessaire de réviser la Constitution? À quel moment on parle d'opportunité, où ce serait opportun de réviser? Et à quel moment on parlerait d'urgence de réviser la Constitution? Sur le plan pratiquement, en fait, ou concrètement, quel cas évoqueriez-vous, en fait? Bon, en fait, c'est ça le vrai problème. Parce que lorsque j'ai évoqué les 3 raisons, en fait, c'est pour vous dire tout simplement que non, si dans la pratique, c'est-à-dire dans le fonctionnement des institutions, et qu'on constate qu'il y a un blocage du point de vue institutionnel, n'est-ce pas? À ce moment-là, on pourra dire qu'il y a une disposition de la Constitution qui ne permet pas que les institutions fonctionnent normalement. Ou soit, il y a une disposition qui bloque l'action gouvernementale. C'est pourquoi les 2 concepts, les 3 raisons doivent être réunis pour qu'on puisse réviser, soit qu'on puisse toucher à une disposition. C'est un peu lié en fait, il ne faut pas les dissocier. Okay. Donc ça va de pair. Donc il ne faut pas les scinder parce que si on évoque une raison qui soit véritablement légale ou soit constitutionnelle, et à ce moment-là, on va dire, voilà, il y a blocage à tel niveau, il y a blocage à tel niveau, et il faut toucher la Constitution. À ce moment-là, la raison serait fondamentale. Et c'est pourquoi je vous ai dit ici qu'il faut motiver la révision de la Constitution. On ne peut pas à tout moment toucher la Constitution. Non, pas du tout, ça ne se passe pas comme ça. Parce que la Constitution, c'est notre Bible, c'est notre référence. Il faudra à ce que cette Constitution soit respectée de bout en bout. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors, la deuxième raison, c'est justement la Constitution elle-même a interdit sa révision à une certaine période. Hein.
Voyez-vous, on ne peut pas réviser la Constitution lorsqu'on est dans un état de siège, un état d'urgence et l'état de guerre. Voyez-vous, est-ce qu'aujourd'hui on a déjà levé j'allais dire l'instauration de l'état de siège à l'est du pays? Pas du tout, dans le nord et dans l'Ituri. Jusqu'à présent, on nous a dit, nous assistons là, nous sommes au code dans l'état de siège. Donc, dans ces conditions-là également, on ne peut pas réviser la Constitution. Mais la troisième raison, ce qui est d'ailleurs plus fondamental pour nous, c'est que, vous savez, la révision d'une Constitution, c'est une procédure qui est purement parlementaire, voyez-vous. Parce que toute révision doit passer par les parlements. C'est dans ces conditions-là qu'on va réviser, c'est-à-dire ce sont les députés qui vont véritablement réviser la Constitution. Et nous avons une Assemblée nationale qui n'est pas légitime, qui n'est pas non plus légale. Voyez-vous, nous avons des députés qui n'ont pas qualité de toucher à la Constitution. Alors là c'est un autre débat. C'est ça la vérité. C'est pourquoi je vous ai dit ici que c'est ça d'ailleurs la raison la plus fondamentale. Parce que comment on peut accepter que les députés qui n'ont pas été élus valablement par le peuple puissent réviser la Constitution? Pas du tout. Parce que tous ces députés que vous voyez à l'Assemblée nationale, ils ont été nommés. Et surtout que nous avons assisté à un théâtre spectaculaire. C'est-à-dire, les gens se sont procurés des machines. Alors, et ils ont voté pendant à la votre place régime. Et au lieu de la population avant de parler de la légitimité de cette Assemblée nationale, je crois que c'est un sujet qui sera insoluble pour nous deux. En tout cas, je ne serais pas totalement d'accord avec ce que vous dites. Pendant votre régime, il y a eu quelques caciques qui avaient émis l'idée de pouvoir réviser la Constitution. Ils avaient aussi des motivations. Aujourd'hui, ils sont encore en train de faire la politique. Ça veut dire que la révision, le changement de la Constitution n'est pas un sujet nouveau. Non. C'est pas un sujet nouveau. Bien sûr, c'est pas l'apanage du pouvoir en place. Je l'ai évoqué tantôt ici, d'entrée de jeu. Je l'ai dit que la question de la révision constitutionnelle n'est pas un sujet tabou. Je l'ai dit. Oui. Parce que la révision, elle est constitutionnelle. Elle est constitutionnelle. Exactement. Et le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Mais c'est pourquoi je vous ai dit, il faudra à ce qu'on puisse évoquer les vraies raisons. C'est-à-dire nous donner, n'est-ce pas, les motivations d'une révision constitutionnelle. Est-ce que les raisons que ceux qui ont été au pouvoir avec vous évoquées sont-elles valables aujourd'hui ou non? Mais lesquelles? Mais je voudrais, parce qu'on parle d'aujourd'hui, mon frère, il ne faut pas avoir la tendance toujours de nous ramener dans les passés. Le livre de M. Bochab existe encore, l'inanition de la nation, exactement. Mais nous l'avons dit, ce n'était pas opportun pour nous, à ce moment-là, d'échanger la Constitution. Et ce n'était pas passé parce que, vous savez, que même si il s'appelle Bochab avait écrit son livre, mais c'était un livre d'abord à caractère scientifique. Il a réfléchi parce que nous sommes dans un état démocratique. Vous n'allez pas empêcher quelqu'un de réfléchir. Donc, il avait réfléchi à sa manière, mais nous avons dit à l'époque que c'était inopportune soit de réviser la Constitution, soit inopportun de changer la Constitution. Donc moi je pense que, je vous ai dit ici, qu'il faudra à ce qu'on puisse motiver la révision d'une Constitution. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt qu'il faudra à ce qu'on nous dise quelle est cette disposition qui énerve justement la Constitution pour qu'on touche à cette disposition. Voyez-vous, la Constitution elle est ouverte, il y a des dispositions constitutionnelles qui sont ouvertes, qui peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Il n'y a pas de débat là au-dessus. Mais le problème, c'est qu'il faudra motiver, il faudra nous dire les vraies raisons. Motiver qui? Il faut qu'on vienne expliquer ça, M. Chadar. Bien sûr. Non, on vient expliquer ça à Madame Francine Mouyumba ou au peuple congolais. Au peuple, bien sûr. Oui. Mais nous, j'en fais partie de ce peuple. Mais il ne faut pas en faire un débat très scientifique pour que le peuple comprenne. Il faut lui expliquer que la Constitution empêcherait peut-être à beaucoup de Congolais qui ont la double nationalité de retourner dans leur pays calmement. Mais il n'y a pas de problème si on dit tantôt qu'il faut ouvrir la nationalité congolaise. Il n'y a pas de problème. On peut ouvrir la nationalité congolaise aux Congolais qui ont d'autres nationalités. Parce que on peut toujours débattre. Oui. Il faut motiver maintenant. C'est motivable ça aussi. Je vous dis, il n'y a pas de problème. Oui. Mais c'est tout ce qu'il a dit dans son speech. Il n'a pas parlé d'une révision constitutionnelle. Il a parlé plutôt du changement de la Constitution. C'est très important. C'est pourquoi j'avais voulu d'abord... Même dans le changement, on peut ouvrir la nationalité aux Congolais. Congolais binationaux supposés. Mais d'abord, je vous dis à la fois, mon cher ami Gaïta, c'est que la Constitution n'a pas prévu les changements de la Constitution. Nulle part ailleurs. La Constitution prévoit la révision de ces dispositions. Mais on ne parle pas du changement. Parce que le changement, c'est un autre débat.
Et je vous dis franchement, mon cher ami Gaïta, c'est qu'on ne peut pas parler du changement de la Constitution d'une manière aussi facile. Parce que pour qu'on parle du changement d'une Constitution, il faudra ce qu'il y ait des événements majeurs qui bloquent, j'allais dire, le fonctionnement régulier, je dis bien régulier des institutions. Et il y a des exemples là au-dessus. Mais dans les cas sous-examen, on n'a pas ces événements-là, mon cher ami Gaïta. Notamment, pour qu'il y ait un changement de la Constitution, il faudra peut-être qu'il y ait un coup d'État. C'est-à-dire quelqu'un qui prend le pouvoir, il bouleverse tout, il change les institutions. À ce moment-là, il peut mettre en place sa constitution et ça passe. Nous le voyons d'ailleurs dans les États de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Des chartes, des constitutions transitoires. Vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina Faso, vous prenez la Guinée-Conakry. Voilà. C'est-à-dire, ces gens-là viennent, ils disent non, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord avec cette constitution, on la change. Et puis, mais au Congo, il n'y a pas un coup d'État pour qu'on passe au changement d'une constitution. Deuxième élément, il faudra aussi qu'il y ait peut-être soit une révolution populaire. À ce moment-là, c'est compréhensif. C'est-à-dire, le peuple se soulève, comme nous l'avons vécu peut-être à l'Afrique du Nord, hein, avec les prétendants arabes, c'est-à-dire les gens se sont soulevés, ils se disent non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe au pays, donc le peuple reprend son pouvoir, tout ça, ça passe. Mais aussi, il y a peut-être le cas d'un vide juridique, hein, c'est-à-dire, par exemple, hein, je donne un exemple, il y a la balkanisation du pays, par exemple, comme nous avons vécu au Soudan, il y a des États qui se créent. Donc à ce moment-là, on peut avoir une autre constitution. Mais aussi, le cas d'une amnistie, c'est-à-dire, vous perdez la guerre, à ce moment-là, vous reconnaissez que vous avez perdu la guerre. Donc, à ce moment-là, vous pouvez voir là où la constitution n'a pas bien marché, tout ça. Ce sont les conditions qui font qu'on puisse Ce sont les cas des forces majeures, en tout cas, qui avaient des événements véritablement majeurs. Qui avaient le changement de la Constitution. Exactement. Il n'existe pas dans l'histoire. Ça n'existe pas au Congo pour le moment. Je voudrais savoir, je ne sais pas faire le droit comparé pour ça. Il n'existe pas dans l'histoire des nations un pays où on a changé la Constitution alors que le pays se portait très bien. Il y en a au moins qu'on soit dans la dictature. Ok. Mais nous sommes dans un état démocratique, j'espère bien. C'est souvent une tentative dangereuse de toucher... C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une manière pour M. Tshisekedi de vouloir s'éterniser au pouvoir. Il veut à tout prix changer cette constitution, parce que lorsqu'il change la constitution, mais il a dit qu'il ne veut pas beaucoup de mandats, le pouvoir s'use. Parce que lorsqu'il change la constitution, mon cher ami Gaïtan, ça dit les deux mandats tombent dans l'eau, traduc, et il peut avoir la possibilité de se représenter. C'est-à-dire, d'ailleurs, nous avons appris qu'ils veulent aujourd'hui... Ça veut dire que dans une moindre mesure, vous pourrez être d'accord avec la révision, mais vous êtes totalement contre le changement. Non, pas du tout. Tous les deux ne sont pas d'accord. Parce que je vous ai évoqué les raisons pour lesquelles on ne peut pas ni toucher certaines dispositions constitutionnelles, mais également changer la Constitution. Parce que l'institution qui est appelée à réviser la Constitution, elle est complètement illégitime, notamment l'Assemblée nationale. Elle ne peut pas le faire, n'est-ce pas? Mais c'est ça la vérité, mon cher ami. Elle est illégitime, elle ne peut pas avoir cette compétence-là de modifier la Constitution. Mais également, nous l'avons dit, il n'y a pas des événements majeurs. Et si avec cette législature, c'est-à-dire à la fois la législature, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, dont les élus ont été valablement et massivement voté? Non, pas du tout. Et même à la tête du pays, monsieur le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi a été réélu, 73% de vote. Monsieur Gaïta, c'est approuvé et reconnu et par les journalistes du monde et par la communauté internationale. Il n'y a vraiment pas de soupçon de corruption ou de tripatouillage de l'élection présidentielle. Et s'il arrivait qu'il continuait, qu'il décidait, je ne parle pas du changement, qu'il décidait avec cette Assemblée nationale, dont les élus ont été votés, de réviser la Constitution, que feriez-vous? Non, ça ne passera pas. Mais le peuple ne peut pas accepter ça. Au moins qu'on connaît un peuple qui soit libre, parce que je vous ai dit que M. Tshisekedi déjà n'a pas été élu par le peuple. C'est une vérité, mon cher ami. Ah bon? M. Tshisekedi n'a pas été élu par le peuple. Vous savez, les chiffres que vous avez là, ce sont des chiffres qui sont fabriqués par M. Kadima. N'est-ce pas? Et Kamouleta qui a, en tout cas, validé cette élection-là. C'est connu, mon cher ami. Même la Senko qui s'est toujours posée à vous, mon cher ami, il avait la bouche bée, la bouche fermée. Elle avait plutôt la bouche fermée. Mon cher ami, vous savez, la démocratie est le pouvoir du peuple. Lorsque vous avez des gens qui déambulent, qui circulent avec des machines à voter, qui votent à la place, au lieu de la population congolaise, dans ces conditions, vous direz qu'il y a une élection, véritablement. Soyons sérieux. Soyons sérieux, mon cher ami Gaïta. Donc, il n'y a pas eu élection.
C'est la volonté de M. Tshisekedi de vouloir à tout prix avoir le pouvoir. Et il a les manières que nous les avons. Mais seulement, ce qui est vrai, c'est que M. Tshisekedi a tué complètement la démocratie de notre pays. La démocratie n'existe pas, n'existe plus. Parce que je vous ai dit tantôt ici, donc c'est le pouvoir du peuple. Mais lorsque les gens votent à la place du peuple, est-ce que là on parlera de la démocratie? Donc c'est pas du tout. Donc je pense que mon cher ami Gaëtan, le PPRD, le FCC, nous disons non au changement de la Constitution, mais également nous disons non à la révision de la Constitution parce que les conditions véritablement ne sont pas réunies pour que... Alors, est-ce que peut-on dire que c'est votre vraiment cheval de bataille politique maintenant? Barrer la route à la tentative de révision de la Constitution, oui, parce que ça serait imminent. Oui, parce que nous avons fait un grand travail d'instaurer la démocratie dans ces pays. D'ailleurs, pour votre information, mon cher ami Gaïta, c'est que vous savez avec cette Constitution, nous avons fait un effort d'assurer l'alternance politique et démocratique. Voyez-vous? D'ailleurs, lorsque vous lisez l'article 70, qui est verrouillé dans l'article 220, parce que cette disposition ne peut pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle, c'était justement pour permettre à ce que nous puissions assister à la tête du pays à des alternances politiques. Hein? Alors, vous savez, cette constitution, c'est une constitution qui a été faite sur base des expériences que nous avons connues dans ce pays, notamment les régimes parlementaires de Lumumba en 1960, qui a occasionné véritablement des crises politiques énormes. Hein? Voyez-vous que non, le président avait révoqué le Premier ministre et le Premier ministre qui révoque le président de la République. Donc il y a eu vraiment un problème à ce niveau-là. Mais aussi, nous avons tiré les leçons par rapport au régime de M. Mobutu, qui avait complètement eu tout le pouvoir. Le pouvoir était concentré autour de M. Mobutu. Donc on a dit, non, on ne peut pas avoir à la tête du pays, soit à la tête de l'exécutif, un seul individu qui doit s'accaparer de tout le pouvoir. Alors il faut équilibrer les pouvoirs. C'est pourquoi nous avons des personnes à la tête de l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre, qui doivent équilibrer le pouvoir entre les deux. Donc aujourd'hui, dans la pratique d'ailleurs, de l'exécutif. Aujourd'hui, dans la pratique d'ailleurs, M. Tshisekedi a les contrôles de tout le pouvoir. Il n'a même pas besoin d'un Premier ministre pour faire ce qu'il fait, voyez-vous. Donc, alors, comme il veut légaliser, il veut légitimer, soit il veut constitutionnaliser cela, alors il veut changer la Constitution, parce que nous avons appris que ce n'est plus le peuple congolais qui va commencer maintenant à voter le peuple, le président de la République. Ça sera les députés nationaux. Le sénateur à vie, Joseph Kabila, et où il va participer aux plénières prochainement au Sénat? Non, vous savez, il faut toujours faire la différence entre un titre honorifique et un titre contraignant. Le titre du président soit sénateur à vie, c'est un titre purement honorifique. N'est pas tenu, ce n'est pas contraignant. Il n'est pas tenu à quelques règlements intérieurs. C'est par le fait du droit, ça n'est pas le fait de la loi qu'il a obtenu ces qualificatifs-là. Et d'ailleurs, il y a un débat là-dessus, je ne vois pas pourquoi, parce que moi je l'ai toujours dit, M. Kabila n'a aucun empêchement de postuler parce que les gens disent qu'il est sénateur à vie. Non, non, c'est un titre purement honorifique. Mais il peut retourner. Absolument, il peut revenir au pouvoir. Mais absolument, parce qu'il n'y a aucun empêchement du point de vue légal, du point de vue constitutionnel, qui, en tout cas, fera que M. Joseph Kabila n'est plus supplié. Et du point de vue population? D'ailleurs, il est beaucoup plus réclamé par le peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites une étude comparative de la gestion de M. Tshisekedi et celle de Joseph Kabila, c'est les jours et la nuit. Voyez-vous? Je vous dis très franchement, c'est les jours et la nuit. Nous avons un peuple aujourd'hui qui est éveillé, qui comprend les enjeux de l'heure. Et je vous dis toujours, mon cher ami, pour juger la capacité de gestion des pouvoirs, c'est le panier de la mélangère. Aujourd'hui, allez au marché, vous allez remarquer que tous les prix des denrées alimentaires aujourd'hui ont sensiblement augmenté. Merci, Jean-Pierre Bélessi. De ce point de vue-là, Joseph Kabila, il faut aider les peuples, mon cher ami Gaïta. On faisait des sondages, voyez-vous. Aujourd'hui, il est réclamé à corps et à cri par les peuples congolais. Et j'informe au peuple congolais que M. Joseph Kabila va rentrer certainement au pouvoir. C'est pour très bientôt. Merci à vous, Jean-Pierre Bélessi. Le dernier vote de 2018, c'était un vote sanction contre
l'ancien pouvoir. On espère que la population a peut-être changé d'avis, mais ça se saura peut-être un jour aux urnes. Bon, en fait, ce qui est vrai, c'est Merci. qu'on a trompé ce peuple pendant 37 ans d'élite. Merci, avec Jean-Pierre Bellé, un vous discours avez plus de creux temps. du peuple d'abord. Aujourd'hui, ce n'est plus le peuple d'abord, ce sont les voyages d'abord. Jean-Pierre Bellé, si c'en est fini avec cette émission, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, Jean-Pierre Bellé. Merci d'être patient. En tout cas, merci pour toutes ces analyses. Merci. C'est ainsi que prend fin ce Kin Direct, les tout derniers de la semaine. J'étais ravi de vous le présenter. Je ne terminerai pas ce Kin Direct sans souhaiter un heureux anniversaire à quelqu'un, Joyce Noble Louzayadio, de la part de Kadimelo. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. Le journal, c'est dans quelques minutes avec Arlette Boutella qui revient à nouveau. Au revoir.